Bonjour à tous, merci de nous rejoindre en direct du Salon de l'Agriculture où Public Sénat a installé ses caméras pendant 5 jours. Jusqu'à mercredi prochain, vous allez pouvoir suivre en direct sur notre antenne plusieurs émissions qui vont vous faire découvrir ou redécouvrir ce monde rural que peut-être vous ne connaissez pas bien. Nous vous invitons en tout cas à venir visiter ce 50e Salon de l'Agriculture, à venir nous rendre visite sur notre stand. Un salon qui a donc ouvert ce matin, inauguré par le président de la République, François Hollande, qui est arrivé aux alentours de 7 h du matin pour ouvrir ce salon. Il a longuement parcouru les allées dans la matinée. Vous allez le découvrir sur nos images. Et puis, aux alentours de 14 h, le chef de l'État a tenu une longue conférence de presse pour revenir sur les difficultés que traverse actuellement le monde agricole. Je pense bien sûr évidemment au scandale autour de la viande de cheval. Et je vous propose d'écouter ce que François Hollande a dit de ces difficultés que traverse le monde agricole tout à l'heure. On l'écoute. Je sais les difficultés, je les ai... Ah, on a un petit problème visiblement avec le sonore de François Hollande. La régie va me dire si on va pouvoir écouter. Oui, alors on me dit que ce sonore est prêt, donc on écoute François Hollande. Je sais les difficultés, je les ai entendues tout au long de ma visite. Il y en a de plusieurs ordres. Premièrement, c'est le financement de l'agriculture. Mais là, des garanties ont été obtenues dans le cadre de la négociation du cadre financier européen, du budget européen. Et j'ai pu stabiliser en euros constants les aides qui sont versées à nos agriculteurs. Aussi bien pour ce qu'on appelle les aides à la production, les aides directes, que pour ce que l'on appelle le deuxième pilier, c'est-à-dire le développement rural. Mais faut-il encore que nous puissions répartir ces enveloppes de la meilleure des façons, c'est-à-dire pour tenir compte de la diversité de nos agricultures. Il y a la difficulté aussi qui est celle du contexte dans lequel se tient ce salon, c'est-à-dire le doute qui s'est installé sur un certain nombre de produits distribués, ce qu'on appelle les plats cuisinés, quant à l'origine de la viande qui est introduite. Et là, j'ai pris un engagement, qui est de faire en sorte qu'au plan européen, nous allions vers l'étiquetage obligatoire des plats cuisinés. Mais dans cette attente, parce que ça prendra quelques mois, le temps de convaincre nos partenaires européens de cet étiquetage obligatoire, les distributeurs et les producteurs se sont entendus en France pour aller vers cet étiquetage, vers cette traçabilité. Et les accords qui viennent d'être signés permettront aux consommateurs d'avoir toute sécurité sur ce qu'ils achètent dans ces surfaces. Et c'est aussi pour les producteurs, et notamment les producteurs bovins, une garantie que leurs produits seront bien intégrés dans les filières des plats cuisinés. J'insiste beaucoup sur les labels, sur la production française, parce que quand on a des produits de qualité, nous devons faire en sorte que tous les Français puissent accéder à cette qualité. Et donc, avec le ministre de l'Agriculture, avec les ministres concernés, nous ferons encore un effort plus grand pour qu'il y ait cet étiquetage, cette connaissance, cette traçabilité. Voilà, c'était donc la conférence de presse qu'a tenue François Hollande il y a un peu moins de 2 heures à l'issue de sa visite au Salon de l'Agriculture ce matin. Je vous présente les invités qui sont sur notre plateau cet après-midi, qui vont réagir à cette intervention du chef de l'État. Et puis après, on va ouvrir le débat puisqu'on va parler de l'évolution de la sociologie de l'agriculteur. Alors sont avec nous aujourd'hui Virginie Sabatier, bonjour. Vous êtes agricultrice céréalière, vous êtes installée dans le sud-ouest de la France, Lot-et-Garonne, Aveyron, vous faites essentiellement du maïs, vous nous raconterez ça tout à l'heure. En face de vous, Jean-Paul Émorine, qui est sénateur UMP, mais qui est également un exploitant agricole dans la Saône-et-Loire. François Tabuy, qui lui est le président des jeunes agriculteurs. Et puis un autre François Purseigle, vous êtes sociologue, vous venez de publier chez Armand Collin ce livre, Sociologie des mondes agricoles. Donc on va évoquer toutes ces questions
tout à l'heure. Mais d'abord, j'aimerais effectivement avoir votre réaction aux propos qu'on vient d'entendre du chef de l'État, peut-être le parlementaire Jean-Paul Émorine. C'est important, hein, cette voix politique forte du président de la République quand le monde agricole traverse une crise de défiance. Oui, je soutiens tout à fait la démarche du président de la République par rapport à la traçabilité. Il se trouve que j'ai été en responsabilité pendant 8 ans au Sénat sur l'économie et sur le développement durable. Nous avons eu 2 lois de modernisation agricole et nous avons toujours mis en avant la traçabilité, les indications géographiques protégées ou les AOC. Mais ça ne suffit pas toujours. Ça ne suffit pas toujours, mais ce sont des éléments indispensables. Mais est-ce qu'il faut encore plus de réglementation ? Il faut surtout avoir davantage de traçabilité du produit vis-à-vis du consommateur si nous voulons le rassurer. François Tabuy, est-ce que la crise que traverse ces dernières semaines, ces derniers jours, le monde agricole est un problème de traçabilité? Est-ce que la traçabilité n'est pas finalement suffisante l'enquête a permis de remonter très facilement, très vite cette filière? Non, mais je crois qu'il y a avant tout une fraude et il faut chercher quelque part les coupables et chercher les responsabilités. Je crois que moi, je dois quand même rappeler la démarche de qualité dans lesquelles les agriculteurs sont engagés, hein, de la naissance du veau sur l'exploitation à sa sortie. Je crois que là-dessus, on est dans une filière viande bovine française de qualité. Je crois que l'idée, c'est de comment, autour de l'alimentation, aujourd'hui, on trouve plus de liens entre les consommateurs et les agriculteurs, que ce soit directement sur les circuits courts par exemple, lorsque les agriculteurs vont jusqu'au bout. Là, je crois que c'est un vrai potentiel pour l'installation, mais aussi dans les filières plus organisées, où là derrière on a de vraies démarches certifiées, de qualité, où on peut reconnaître et choisir en tant que consommateur quelle agriculture on veut demain et quelque part aussi faire le choix non pas seulement du consommé français, mais de quelle agriculture je veux demain. Et pour les jeunes, c'est une agriculture où il y a des hommes et des femmes qui s'inscrivent dans les territoires. Mais est-ce que ces circuits économiques courts sont réalistes aujourd'hui quand on voit que le commerce agricole est très européen, voire mondial ? Non, ce qui est sûr, c'est que c'est pas incompatible, au contraire, ça se complète. Je crois qu'aujourd'hui, on a le choix aussi de choisir une alimentation, de choisir aussi quel lien on veut et quel lien on trouve avec les agriculteurs sur l'alimentation, mais aussi sur d'autres enjeux, peut-être demain énergétiques, environnementaux, d'arriver à trouver plus de coopération. Et je crois que les agriculteurs dans ce pays ont vraiment envie, et les jeunes sont là pour le témoigner, de trouver plus de liens. Et je crois qu'aujourd'hui, les circuits courts, c'est une petite partie aujourd'hui de la distribution de nos produits agricoles, mais c'est aussi une capacité à retrouver du lien. Virginie Sabatier, vous qui êtes une productrice de céréales, vous n'envisagez pas de revenir en arrière à des circuits très très courts? Alors, moi j'ai 40 hectares, donc je ne suis pas un circuit très très long. Le circuit court peut être une voie, ça ne doit pas être l'unique voie. Parce qu'on ne peut pas mettre toute la production en circuit court. Ce qui permet quand même de faire un lien avec le consommateur. Moi, dans ce cadre-là, j'interviens au niveau des écoles pour arriver à refaire un lien avec le monde périurbain et à savoir un peu ce que les enfants pensent, puisque en principe, à travers les enfants, on sait ce que les parents attendent et pensent, et arriver à renouer un dialogue. François Pursec, vous, le regard du sociologue, comment vous percevez cette nouvelle crise qui traverse le monde agricole? C'est pas la première. Non, ça c'est pas la première. Je pense que ce qui caractérise 50 ans d'agriculture, c'est l'émergence aussi de controverses sanitaires, environnementales, et cette crise en témoigne aujourd'hui. Je pense que ce qui a été dit est tout à fait fondé. Je pense que les filières s'interpénètrent les unes avec les autres. Il n'y a pas d'un côté les circuits courts et d'un autre côté les circuits longs. Je pense que circuits courts, circuits longs sont un ensemble de solutions qui s'offrent au monde agricole qui traverse ces controverses. Et puis, de toute façon, la question des circuits courts ne peut pas s'appliquer à toutes les filières. Je pense que tous les agriculteurs ne peuvent pas non plus développer des circuits courts. Je pense qu'à chacune des filières, ces solutions, voilà, je pense que de toute façon, cette crise ne renvoie pas à une crise agricole. C'est une crise industrielle, c'est une question de fraude. Ça ne renvoie pas à une question qui touche avant tout les mondes agricoles, mais avant tout des processus de financiarisation qui affectent l'industrie agroalimentaire. Mais ça crée un sentiment de défiance tout au long de la chaîne, tout au long de la filière. J'en conviens, mais c'est avant tout une question posée aux industriels et aux négoces.
Mais c'est vrai. C'est important de le rappeler, effectivement, Jean-Paul Émorine, j'imagine que vous êtes d'accord avec François Pessec. Une crise avant tout industrielle. Oui, c'est une crise industrielle et à partir du moment où vous avez un produit qui est beaucoup transformé, la traçabilité devient de plus en plus difficile. Mais là, il y a une fraude qui est caractérisée au niveau de l'Europe. On voit bien les circuits et je crois que le circuit court, s'il peut se développer, ne garantit pas toujours tout. C'est un autre métier pour l'agriculteur de s'inscrire dans un circuit court. Mais à votre avis, c'est une fraude limitée ou c'est une pratique quasiment généralisée? J'ose espérer que c'est une fraude limitée. Le ministre de l'Agriculture a parlé de pratiques généralisées il y a 2-3 jours. Il a peut-être d'autres éléments que moi. François Pessec, vous vouliez? Non, je voulais juste rajouter une chose, c'est que ça renvoie aussi à des processus d'abstraction qui touchent par contre les mondes agricoles. La question agricole est une question globale qui se pose à l'échelle planétaire et donc il est très difficile aussi pour les agriculteurs de tout maîtriser. Il y a des processus, comme je disais tout à l'heure, de financiarisation qui touchent les activités industrielles mais qui touchent aussi les activités agricoles et il n'est pas simple aujourd'hui pour des producteurs, même quand ils sont en collectif, de tout maîtriser. Ça leur échappe. Donc je pense que de toute façon, la question doit être résolue aussi par les intermédiaires et c'est pas aux agriculteurs de répondre à cette question-là. Et est-ce qu'on va retrouver la confiance des consommateurs à coup d'étiquette? Est-ce que l'étiquetage supplémentaire est quelque chose d'absolument nécessaire? Je crois que nous, on le demande. Hein. Oui, ça marche, on vous entend. Nous, on le demande. Hein. Je crois que l'étiquetage, c'est essentiel aujourd'hui pour que le consommateur puisse savoir qu'est-ce qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il choisit. En tout cas, c'est une forte demande de l'agriculture depuis longtemps. Bien sûr sur les viandes fraîches, hein, mais également sur l'ensemble des plats transformés. Je crois que là-dessus, c'est vraiment impératif. Cette crise, elle le rappelle, et je crois que là-dessus, il faut qu'on aille plus loin. Parce que derrière on a des filières de qualité, je le disais, c'est essentiel demain qu'on puisse choisir. Hein. En viande bovine aujourd'hui on est largement déficitaire. Je crois si on veut relancer finalement aussi par la demande l'offre, hein, la capacité de la production française en viande bovine, il faut derrière que le consommateur puisse choisir. Et peut-être juste pour faire un parallèle, hein, on n'oppose pas ni les circuits courts aux filières plus longues. Bien sûr, je parlais de relocalisation, de marché de producteurs, etc. Mais je crois que le défi qu'on veut porter, nous, les jeunes agriculteurs aujourd'hui, on est convaincus que le défi de notre génération, c'est peut-être que collectivement, on relève ce défi de la distribution. On voit bien aujourd'hui qu'on s'est beaucoup spécialisé depuis des décennies dans notre métier de producteur et on fait bien les choses. Il faut quand même dire dans ce contexte de scandale qu'on a quand même l'une des agricultures au monde qui est des plus sûres et des plus contrôlées. Moi, je crois qu'il faut quand même le rappeler, les agriculteurs croulent sous les démarches d'enregistrement et de déclaration. Je crois qu'il faut quand même le dire, il faut le montrer. Et il faudrait surtout pas leur rajouter des contraintes supplémentaires, réglementaires. Ou en tout cas, si on rajoute des contraintes, il faut aussi qu'elles soient rémunérées. Je crois que la question du prix aujourd'hui de l'alimentation, elle est essentielle. Sur 1 euro d'achat alimentaire, seulement 7 centimes va à la production. C'est-à-dire que dans notre pays, si demain on veut aussi garantir une alimentation de qualité, il faut aussi que les agriculteurs puissent vivre dignement. Et je crois que la répartition de la marge, elle est posée. Et quand je disais on prend collectivement la responsabilité peut-être demain de distribuer, c'est sans doute un défi pour la coopération, d'aller plus loin que la collecte et la transformation et de se dire on propose une démarche collective avec quelque part une démarche équitable entre le consommateur et le producteur, pas uniquement sur les circuits fermés parce que vous le disiez, tout le monde ne peut pas devenir commerçant transformateur, mais que c'est sans doute un défi qu'on veut nous lancer à la coopération demain, de se dire, eh bien après tout, si les distributeurs sont pas prêts à partager la valeur ajoutée et qu'en plus on a derrière des deals avec les consommateurs et avec les salariés de ce système-là, eh ben pourquoi pas inventer un nouveau système de distribution quelque part alternatif qui réponde à la fois aux consommateurs et à une agriculture plus équilibrée. Jean-Paul Émorine, vous pensez qu'il y a de la marge de la créativité pour inventer un nouveau circuit de distribution aujourd'hui? Il y a peut-être un peu de marge, mais je suis assez réservé sur le fait d'avoir un nouveau circuit de distribution. Je crois qu'il faut surtout, à travers l'étiquetage, on peut parler des viandes, nous avons des races à viande, d'autres races laitières en France. Il suffit d'identifier l'origine de ces animaux pour que le consommateur puisse se repérer. Mais quand on a changé le système de distribution, on peut toujours rêver, ça ne se fera pas du jour au lendemain. Je pense qu'on peut continuer de développer les circuits courts, mais il y a toute une organisation, mais l'agroalimentaire doit être davantage dirigé par les producteurs. Et avec un souci de qualité peut-être un peu plus important aussi au niveau de la matière première. Oui, mais comme je vous le dis, si... C'est une question aussi d'éducation de la part des pouvoirs publics, de la part peut-être des politiques en matière de goût pour... Le goût va se définir par rapport à des produits d'origine. Si les produits sont peu transformés, je vous parlais des viandes, on peut très bien étiqueter les viandes avec la race et la région d'origine. C'est ce qui s'appuie d'ailleurs sur ce qu'on appelle les indications géographiques protégées, ou alors bien sûr quand on ne peut pas, il faut au moins avoir un label.
François Purseigle. Alors, je ne sais pas s'il y a de nouveaux circuits à réinventer. Quoi qu'il en soit, il y a peut-être de nouvelles formes de partenariats à construire avec les collectivités territoriales, avec les cantines scolaires, avec d'autres acteurs. Alors je ne sais pas si ça renvoie à de nouveaux circuits de distribution, mais je pense qu'il y a quand même des choses à réinventer de ce côté-là. Pourquoi? Parce que les mondes agricoles coexistent avec d'autres populations et qu'il convient aussi peut-être d'entendre davantage ces autres populations et ces autres partenaires qui font aussi la politique agricole à l'échelle locale. Alors, je vous propose de réécouter un autre extrait de la conférence de presse du chef de l'État, François Hollande, qui était donc présent toute la matinée ici au Salon de l'Agriculture, qui a tenu il y a un peu moins de 2 heures une grande conférence de presse pour revenir un petit peu sur toutes les difficultés, notamment qui traversent le secteur agricole. Et il a parlé d'un autre problème qui concerne notamment les consommateurs, c'est celui de l'alimentation des animaux et notamment la présence de farine animale. On écoute le chef de l'État. Mais la France s'y oppose aux protéines animales. La France a voté contre et la France n'introduira pas ces protéines animales pour ce qui la concerne. Et donc nous pourrons continuer à nourrir les poissons de manière traditionnelle. Même si je dois quand même considérer, n'étant pas un spécialiste, mais qu'il y a des poissons qui sont carnivores. Voilà, je ne sais pas qui veut réagir à cette annonce du chef de l'État ce matin, François Tabuy, Jean-Paul Émorine, peut-être sur la présence donc de farine animale dans la nourriture, notamment des poissons. Oui, je me souviens bien sûr de l'interdiction des farines animales à la fin de notre siècle dernier. C'était dans les années 1998. Après le scandale de la vache folle. Après le scandale de la vache folle, puisque à ce moment-là, les farines n'étaient pas assez chauffées et on pouvait bien sûr transmettre des maladies aux animaux. Vous dites aujourd'hui qu'il y a moins de risques? Non, mais il y a eu une interdiction pendant de nombreuses années. Il semble qu'au niveau européen, il y a une volonté de réintroduire les farines animales, mais le gouvernement et le ministre de l'Agriculture peuvent très bien interdire les farines animales dans la nourriture, même des poissons. À ce que je sais aujourd'hui, c'est peut-être plutôt délicat d'en parler aujourd'hui. Mais est-ce que c'est réaliste quand on sait que le marché est totalement européen, au moins si ce n'est plus, si ce n'est mondial? Vous savez, on pourrait ouvrir le débat sur les OGM, parce que si nous interdisions les OGM en France, il n'y aurait plus de production porcine, pas plus que de production avicole. François Tabuy, vous avez envie de réagir? Non, mais je crois que ça relance une fois de plus. On est dans une Europe à 27. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, le débat qui est à la Commission, il est posé. Là encore, moi je renvoie, c'est-à-dire que demain, si on ne veut pas, si les consommateurs, si les citoyens demain se disent on ne veut pas tel ou tel type d'intrant dans l'aliment, effectivement, il faut qu'on soit sur le même piédestal. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, sur certains débats, s'interdire des choses sur le pays et accepter que sur le même marché, dans notre marché, des produits qui n'ont pas la même réglementation arrivent. Et je crois que là-dessus, quelque part, une harmonisation des normes entre les pays, elle est nécessaire. Là encore, il faut que le consommateur puisse finalement choisir et segmenter un peu le marché, c'est-à-dire qu'il puisse lire effectivement qu'est-ce qu'il y a derrière le produit, pourquoi finalement quand on propose un produit de qualité certifié, etc., et ben on le choisit, et c'est le cas pour les farines animales, c'est le cas pour les OGM. Je crois que là-dessus, c'est un débat qui est proposé. Là encore, si on veut choisir notre alimentation, il faut qu'on y attribue un petit peu plus que 15% du budget d'alimentation que du budget des ménages. Et je crois que c'est essentiel aujourd'hui de se dire quel prix à notre alimentation. Alors, on va poursuivre notre débat. On va se rendre dans les allées du salon où nous allons retrouver Michael Zamès. Il est auprès de la marque Intermarché. Vous allez le voir, les industriels, les marques ont déjà réagi après ce scandale de l'affaire de la viande de cheval, puisque Intermarché présentait aujourd'hui de nouvelles étiquettes pour bien montrer que la marque utilise de la viande de bœuf française. Michael, on vous écoute. Voilà, nous sommes sur un stand et une entreprise qui a signé ce matin une charte avec le ministre de la Consommation après les affaires de viande qui ont été évidemment au cœur de l'actualité. Monsieur Bonneau, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est cette petite vignette qui vient d'être apposée sur ces produits, comme vous pouvez le remarquer, qui étaient au cœur de l'actualité? Alors, nous avons décidé hier de marketer tous nos produits cuisinés à base de bœuf avec ce logo. Garantie viande de bœuf 100% française à notre marque Jean Rosé. Parce qu'effectivement, le groupement des mousquetaires Intermarché, non seulement a des magasins dans toute la France, mais également 60 usines de production, dont 3 abattoirs en France, à côté de Rennes, qui abattent tous les jours 1000 gros bovins français
et on n'a pas d'intermédiaire dans cette filière. Nous travaillons directement avec des éleveurs et nous avons une usine de plats cuisinés qui fait ces produits-là. C'est hachis parmentier, c'est lasagne, et on a voulu redonner confiance à nos consommateurs et nos clients d'Intermarché par rapport à ce qui se passe et notamment les fraudes qu'il y a au niveau de la viande de bœuf. En ce qui nous concerne, on n'a pas de souci de traçabilité, on n'a pas d'intermédiaire. Donc il fallait répondre à une urgence des consommateurs. Voilà, Alors Monsieur Bonneau, ce que je vous propose, c'est de s'adresser directement aux consommateurs, aux consommatrices en l'occurrence. Madame, si vous voulez bien vous approcher un petit peu. Vous voyez cette étiquette ici qui vient d'être apposée. Est-ce que quelque part, vous vous sentez plus en sécurité ? Moi, je me suis jamais sentie en péril par rapport à la nourriture qu'on me donnait en France. Donc l'étiquette sécurise le fournisseur, rassure le consommateur, certains consommateurs, c'est certain, mais moi je pense que j'ai confiance en la marque et je me fais pas de... Donc vous auriez acheté même sans cette petite étiquette qui a été collée. Mais quelque part, peut-être mademoiselle, ça vous rassure aussi de voir cette étiquette et la provenance française ? Oui, quelque part oui, parce que comme ça on est sûr de ce qu'il y a dans les produits. Mais du coup, cette vignette, elle est spécifique au magasin Intermarché ? Tout à fait, oui, c'est notre filière bovine, donc Jean Rosé est notre marque. Donc ça nous permet de nous différencier, sachant que nous, on n'a pas d'intermédiaire dans nos filières, puisqu'on connaît les éleveurs, on les reçoit ici sur le stand du Salon de l'Agriculture, et on connaît nos usines, puisque on fabrique nous-mêmes ces produits-là. Donc c'est plus simple. C'est un plus pour vous, c'est sûr. Et nous, ça va certainement aussi nous conforter aussi dans la qualité de vos produits. Ah, voilà, vous le voyez en direct en même temps. Ce matin, une décision appliquée et la réponse du consommateur à l'instant. Merci beaucoup d'avoir répondu à des questions. Merci Monsieur Bonneau. Merci Mickaël. Donc voilà, des étiquettes déjà prêtes dans une des marques françaises, des étiquettes qui vont bien sûr rassurer les consommateurs. Mais Jean-Paul et Maureen, ça n'empêchera pas forcément les fraudes. Est-ce que finalement le problème, c'est pas le manque de moyens pour les contrôles ? Moi, j'entends parler d'étiquetage ou de marque. Moi, je suis très réservé sur les marques, parce que je pense que la marque n'apportera rien, surtout aux producteurs. Moi, je m'engagerai sur ce qu'on appelle des indications géographiques protégées. C'est-à-dire qu'il y a toute une filière et il y a tout un contrôle. Je ne mets pas en cause la société qui vient de s'exprimer, mais ce n'est pas de mettre des étiquettes au dernier moment, ça nous assure la plus grande traçabilité. Donc c'est mettre quoi alors sur les produits ? C'est-à-dire qu'il faut aller maintenant jusqu'à toute une organisation depuis le producteur pour bien pouvoir contrôler le cheminement de la viande. Ça ne va pas se faire tous les jours, le contrôle, mais de temps en temps, il y a les autocontrôles de l'entreprise, mais il doit y avoir un organisme extérieur. Mais sous quel genre de label, par exemple ? Ce qu'il y a, alors j'indique, c'est dans la loi de modernisation agricole, l'indication géographique protégée, il suffit que le produit soit sur le territoire, en dehors des AOP ou AOC comme par le Voilà, passé. mais le problème c'est que le consommateur il est parfois un peu perdu entre les AOC, les AOP et autre chose, non François Purseigle? C'est compliqué. Pas grand-chose à dire sur la question en tant que sociologue, simplement je pense que malgré tout les producteurs agricoles doivent se réapproprier le secteur marchand. Secteurs qu'ils ont peut-être délaissés, mais je pense que François Tabuy peut-être... Quand vous dites réapproprier, vous pensez à quoi exactement? Ils ont investi le champ de l'économie, qu'ils ont investi le champ de la production, mais peut-être n'ont-ils pas suffisamment investi le champ du financement de l'activité, de la marchandisation des produits. C'est en débat, mais je pense que François Tabuy peut-être peut répondre. François Tabuy et Virginie Sabatier. Non mais je crois que c'est ce que je disais tout à l'heure, les jeunes alors je sais pas si, nous on veut pas s'interdire de rêver, je crois que le challenge qu'on veut fixer à notre génération quand même, il faut réinventer un modèle économique. Je ne sais pas si on serait prétentieux de dire réinventer un modèle, en tout cas s'inscrire et peut-être proposer en partie une alternative. Alors effectivement si on rêve, on se dit on prend ça en main, mais ça peut être aussi, c'était souligné par François Purseigle, des alternatives avec en tout cas des partenariats plus forts, plus fermes, pas uniquement quand il y a un scandale où effectivement la grande distribution a intérêt à communiquer sur le travail qu'elle fait, mais au quotidien, notamment sur l'approvisionnement régional. Il y a certaines enseignes avec qui effectivement on a contractualisé sur un approvisionnement régional ou local de viande bovine depuis pas mal d'années. On lance d'ailleurs, et je crois qu'on va essayer de mettre ça en lumière, les trophées nationaux de l'installation en viande bovine. On les a lancés là, il y a déjà 3 mois en arrière, pour mettre en valeur des initiatives de producteurs jusqu'aux consommateurs. Et ça passe parfois par des partenariats avec des systèmes en place, mais avec lesquels on veut essayer de faire changer certaines donnes
Virginie Sabatier, est-ce que vous aussi, vous réfléchissez peut-être à des nouveaux modèles de production, de distribution Alors, on y réfléchit tout le temps, puisque ça fait partie de notre métier. Par contre, je trouve que le scandale, il vient aussi de l'importance qu'on lui donne. Alors oui, il y a eu fraude, oui, c'est grave. Mais voilà, il ne faut pas s'arrêter là et faire une fixation et devenir parano, quoi. Et non, je ne pense pas que les gens deviennent parano. Ils ont juste envie de savoir ce qu'on leur donne à manger. Tout à fait, mais si vous lisez déjà les étiquettes qu'il y a quand même un énorme effort de traçabilité qui a été fait en 10 ans. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est pas forcément une question de traçabilité, puisque la filière a été remontée assez vite et que finalement les étiquettes sont Après, s'il y a une présentes. fraude, je veux dire... Il y a peut-être un enjeu d'anticipation. Je pense que peut-être que les mondes agricoles sont en retrait par rapport à l'anticipation. Peut-être que les industriels et la grande distribution anticipent davantage sur ces controverses. Ils sont peut-être mieux équipés, les oui, industriels, pour anticiper. Mais je pense que les agriculteurs ont des moyens collectifs aussi pour anticiper. Je pense qu'il faut réinvestir peut-être le collectif pour mieux anticiper les controverses. Vous avez un syndicaliste en face de vous, François Tabu, président des jeunes agriculteurs. Donc on le voit, il réfléchit, il est dans le collectif. Il a envie d'inventer un nouveau modèle. Ça, c'est une des caractéristiques des jeunes agriculteurs d'aujourd'hui. Je pense, mais des jeunes agriculteurs sur le monde agricole. Depuis pas mal de générations, depuis pas mal de temps, je vais dire, les jeunes ont toujours su inventer de nouveaux modèles. Reste à savoir s'ils sont accompagnés, s'ils peuvent être accompagnés. Ensuite, il ne faut pas non plus les réduire à cette structure qui viendrait être le poil à gratter des mondes agricoles. Je pense qu'il faut aussi parfois les entendre et on ne les entend pas forcément. Jean-Paul Émorine, vous êtes sénateur, mais aussi exploitant agricole. J'ai été exploitant. Vous avez été, mais un métier qui a considérablement évolué depuis le temps où vous l'étiez. Oui, le métier a beaucoup évolué. Ce que je voudrais rappeler, c'est que la coopération représente au niveau français, c'est 40% de l'industrie agroalimentaire. Et la coopérative en France est bien la suite de l'exploitation agricole. Et ce sont dans ces coopératives que les agriculteurs qui ont un pouvoir de décision d'influencer justement la traçabilité. Voilà, parce qu'on a un problème sur une société, mais la coopération représente presque 50% de l'activité de l'agroalimentaire. Alors, vous parliez tout à l'heure d'installation des jeunes agriculteurs. Je vous propose de regarder ce reportage qui a été tourné en Bretagne. Dans cette région, chaque année, 1400 agriculteurs partent à la retraite. Et pour leur succéder, ils ne sont que 500 environ jeunes pour les remplacer. Et pas que des fils d'agriculteurs. Aujourd'hui, un jeune sur 4 qui s'installe n'est pas d'origine agricole. Alors, je vous propose de regarder cet exemple à côté de Saint-Brieuc. C'est un reportage de Julie Hulin. Petit garçon, Julien rêvait d'être pompier. Un papa menuisier, une maman à la maison et parfois quelques escapades à la ferme. Là, j'avais un oncle qui était en production laitière. Donc c'était pas une grosse ferme, c'était une petite ferme, mais bon, j'allais là-bas tous les étés et les vacances. Donc c'est là que j'ai commencé que j'ai vraiment su que les animaux, c'était ça mon truc, quoi. C'est vrai, quand on est petit, tout est beau, tout est rose, et bon, on voit pas les difficultés forcément du métier, quoi. Un BEP, un bac pro agricole, des stages, des remplacements. Julien n'a jamais quitté un instant son envie, travailler avec du vivant. Un choix encouragé par ses parents. Bon, c'est une forme de reconnaissance aussi, quoi. Ils sont contents de ce que je fais. Ils sont pas inquiets pour toi, pour ton avenir? J'en parle pas trop en fait de la conjoncture. C'est vrai que je leur parle pas trop de financier, comment que c'est, quoi. Donc comme ça, ils sont pas inquiets. Est-ce qu'on fait les échographies ce matin? Ouais, on va les faire ce matin. Ouais. Bon. C'est la bande 4 qui a fait. Ouais, on est parti. Fin 2006, Julien a 20 ans. Il est embauché sur l'exploitation de Pierre et Marie-Noël à mi-temps. 4 ans plus tard, il devient leur associé. Le couple a 2 enfants qui ont choisi une autre voie. Avec Julien, la famille s'est agrandie. Oui, c'est un peu ça. C'est le troisième qu'on n'a pas fait et qu'on a un peu fabriqué, quoi. Mais bon, il avait la fibre et la vocation pour être un bon éleveur. Céder son exploitation, c'est pas forcément évident et il faut trouver la personne qu'il faut aussi. Et bon, c'est vrai que c'est pas facile de trouver quelqu'un comme moi.
Il y a 49 aussi aujourd'hui de la chantier. Là, ça doit être celle-là. C'est celle-là qu'on a Ah signée. non, c'est pas la 1324. Non, non, il la met dans la 1324. Il s'est mis plus facilement dans tout ce qui est technique, mais là, il a un petit peu de réticence par rapport à la comptabilité, l'analytique derrière, mais bon, je pense que ça va venir. Ça fait partie des avantages et des inconvénients, quoi. De toute façon, si, c'est intéressant, mais c'est sûr que non, j'aime pas rester toute la journée derrière l'ordinateur. Dans 5 ans, Pierre et Marie-Noël prendront leur retraite. L'exploitation deviendra alors celle de Julien et de sa femme. Combien de trucs, là 640. Ah oui, d'accord, c'est pas la même échelle que nous. Hein. C'est un lien aussi de confiance, on lui a fait confiance, il nous fait confiance, et j'espère que ça perdurera, parce que c'est comme ça aussi qu'on construit quelque chose de solide, quoi. Moi, je vois l'avenir d'un positif, quand même, je pense. Mais bon, sans certitude. Voilà donc ce reportage tourné en Bretagne par Julie Hulin à côté de Saint-Brieuc. François Purseigle, vous qui analysez bien ce monde agricole, un jeune sur 4 aujourd'hui qui s'installe, qui n'est pas d'origine, qui ne vient pas du monde agricole, est-ce que c'est une tendance qui s'installe ? C'est une tendance qui s'installe, même si prédomine l'installation de type familial. Mais effectivement, on a à peu près 33% de jeunes non issus du milieu agricole qui s'installent. On voit bien que c'est une profession qui doit absolument s'appuyer sur ces nouveaux venus pour s'en sortir. Elle est dans l'incapacité de s'auto-reproduire. Si elle ne fait pas appel à ces jeunes-là, elle aura du mal à se renouveler. Elle a peut-être eu pendant trop longtemps tendance à ignorer ce phénomène. Je pense qu'elle a pris acte de toute façon de cette réalité. Il faut absolument de toute façon installer des hors-cadres. C'est pas de toute façon l'alpha et l'oméga de la politique d'installation. Ça, c'est clair. Il faut que des enfants d'agriculteurs reprennent ou du moins soient incités à reprendre les exploitations. Faudrait-il encore qu'ils puissent être aidés en matière d'accès au financement? Faudrait-il encore qu'ils puissent être aidés en matière d'accès au foncier? On sait très bien que la concentration des systèmes d'exploitation paralyse aussi ce milieu. Je rappelle un chiffre, 1 million d'hectares qui sont libérés chaque année. 500 000 hectares qui partent à l'installation, 400 000 à la concentration et 100 000 à l'artificialisation. Donc il y a bien quand même un problème. Jean-Paul Émorine, vous vouliez réagir au propos de François Purseigle? Moi, je veux réagir par rapport aux sociologues. Je crois que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 60 ans, il y avait 5 millions d'actifs au niveau de l'agriculture et aujourd'hui, il y en a 900 000. Nous avons 500 000 exploitations agricoles de tout type, puisque la forme sociétaire a beaucoup évolué, les EARL, les sociétés civiles. Les coopératives. Non, il ne faut pas confondre les coopératives pour l'agriculture. Les GAEC, bien sûr. Vous voyez, sur 300 000 exploitations en France qui représentent les moyennes et grandes exploitations, on peut considérer qu'il y a 50% qui sont à titre individuel et les autres sont à forme sociétaire. La forme sociétaire, à mon avis, pour moi qui étais un exploitant à titre individuel, c'est l'avenir. C'est l'avenir, parce que c'est dans cette forme sociétaire que les jeunes peuvent s'installer. On parle de grosses exploitations, eh bien ce sont dans ces grosses exploitations que les jeunes pourront s'installer, parce que ce sont les personnes qui sont à l'intérieur qui porteront l'installation des jeunes. Le sociologue à côté de moi parlait de l'installation des jeunes. Souvent la difficulté pour un jeune hors cadre familial, c'est de s'installer dans une exploitation à titre individuel. Voilà le sentiment que j'ai de ce que je peux voir tous les jours. Vous travaillez toute seule ? Alors, je suis à titre individuel. Je ne travaille pas toute seule. Un agriculteur, à mon sens, ne peut pas travailler tout seul. C'est fini, ça ? C'est fini. C'est impossible. Il y aura toujours des tâches. On a toujours besoin de l'autre en cas de panne, il y a beaucoup de solidarité. Je pense qu'une installation ne peut pas se faire si on est seul. Par contre, après, la forme sociétaire n'est pas forcément... Il est évident que déjà de s'installer jeune agriculteur aujourd'hui en cadre familial, c'est difficile. Donc hors cadre familial, c'est vrai que ça implique encore plus de problèmes.
Après, moi, je connais un jeune dans le village qui s'est installé. On essaie de l'aider aussi au maximum et on est tous solidaires parce que je pense que d'ici 10 ans, oui, ça posera un problème et au niveau social, enfin voilà, ça risque de poser un problème plus tard. François Tabuy. Bon, je suis ravi que pour parler d'installation, vous me donniez enfin la parole quand même, mais ça, je crois que oui et non. Vous l'avez eu non, la mais parole. Hein, oui François et non Tabuy. sur l'installation. Pas encore, mais on y vient, on y vient. Déjà, c'est important qu'on en parle parce qu'on peut prêter sur ce salon de l'agriculture tous les défis qu'on veut à l'agriculture, alimentaire, on en parlait, environnementaux, sociétaux. Si on ne se préoccupe pas de qui va demain, qui vont être les hommes et les femmes qui relèveront ces défis-là, eh ben tout le reste du boulot sera en vain. Donc ça, aujourd'hui, d'avoir de véritables politiques qui accompagnent l'installation et qui sont des politiques leviers, ça nous paraît essentiel. Alors après, oui et non, c'est difficile de s'installer hors cadre. Moi, je connais bien la question. Je suis moi-même président du syndicat installé hors cadre et je suis sur dans un GAEC, un groupement agricole, avec 2 autres associés. On est tous les 3 hors cadre familiaux. Et je crois qu'aujourd'hui, et moi pour répondre à François Purseigle, c'est vrai qu'il y a effectivement plus de terres aujourd'hui peut-être qui partent encore à l'agrandissement. Mais moi je pose la question, quand je le compare avec mes collègues européens au Centre européen des jeunes agriculteurs, on est l'un des pays qui, le premier au niveau européen, a mis en place une véritable politique d'installation. On peut faire mieux, je le dis, on est dans les assises de l'installation ouverte par Stéphane Le Foll. Mais ce que je voulais juste te dire, si on n'avait pas mis en place cette politique, quel serait le scénario noir de notre campagne? On peut comparer à d'autres agricultures sur d'autres coins du globe. On a encore une activité, on parlait de la Bretagne, on parle beaucoup de l'agriculture bretonne. La réussite de l'agriculture bretonne, c'est d'avoir quand même réussi à maintenir beaucoup d'actifs et des familles sur pas forcément beaucoup d'hectares. Et je crois que là-dessus, c'est notre vision de l'agriculture. C'est un métier qui aujourd'hui est choisi pour répondre à votre question. C'est vrai que peut-être à une certaine époque, celle des parents ou des grands-parents, c'était parfois le dernier de la famille qui, faute de pouvoir faire autre chose, reste à l'exploitation. Aujourd'hui, c'est un métier qui est choisi et quelque part, c'est peut-être très bien finalement que parfois des fils d'agriculteurs ne reprennent pas parce que c'est pas leur vocation. C'est un métier de vocation pour des hors-cadres ou des non-hors-cadres. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est essentiel d'accompagner sur leurs compétences pour réussir demain des installations qui soient viables, vivables. Mais alors, comment faire pour susciter plus de vocations? Mais je pense que des vocations, il y en a. Il y a beaucoup de jeunes qui veulent s'installer. Et c'est très vrai ce que dit François Tabuy. Et il faut savoir si on veut encore des jeunes agriculteurs. Et c'est vrai que si on a réussi à maintenir autant d'actifs sur le territoire, alors je dis autant, même si on en a perdu, du moins si on en a gardé un grand nombre, c'est parce qu'on l'a voulu. Reste à savoir si aujourd'hui, on le veut encore. C'est une vraie question de c'est société, un vrai moi je pense. défi politique. C'est-à-dire qu'avoir des agriculteurs sur le territoire, ça renvoie avant tout à une volonté politique. Bon, et ça... Donc vous dites, vous, aujourd'hui, il y a suffisamment de vocations, il faut juste les aider encore plus. Disons que vous avez à peu près, je crois, en moyenne, mais tu vas me dire si je me trompe, 15 000 jeunes qui souhaitent s'installer par an. Alors, il y a 10 000 installations de jeunes de moins de 40 ans, il y a 15 000 installations parce que parfois il y a des gens qui arrivent après 40 ans effectivement, ou des transferts au moment de la retraite entre époux. Si on se concentre sur la politique des jeunes, qui vont être le plus longtemps dans le métier, c'est 10 000. On accompagne aujourd'hui entre 5 et 6 000 installés de façon un peu plus poussée, et 95% d'entre eux qui passent par cet accompagnement sont encore là 10 ans après. Donc c'est le fait de prendre le soin, de bien préparer son projet professionnel, mène quand même à la réussite. On parle beaucoup de difficultés en agriculture, on le dit quand même. Les jeunes qui prennent le temps de se former aujourd'hui et d'être accompagnés réussissent en agriculture. Mais vous avez décerné tout à l'heure un bon point justement à cette politique d'accompagnement à l'installation, mais en disant qu'il manquait encore certaines choses. Vous pensiez à quoi par exemple? L'accompagnement de la pluriactivité, excuse-moi de te couper, mais c'est vrai qu'on reconnaît peut-être pas suffisamment des pluriactifs qui font beaucoup pour le maintien d'une richesse agricole à l'échelle du territoire. Il ne faut pas oublier qu'il n'y a jamais eu autant de très grandes exploitations. Regroupement, pluriactivité. On pourrait imaginer des dispositifs d'aide à l'installation qui accompagnent davantage des statuts peut-être plus hybrides, qui mêlent à la fois salariat et statut de chef d'exploitation. À voir, c'est une idée. Jean-Paul Émorine. Oui, sur l'installation des jeunes, je crois qu'il n'y a pas de profession qui ne peut pas s'intéresser à l'installation des jeunes. Il faut bien prendre en compte aussi que l'agriculture se modernise tous les jours. Donc, ce qui fait que le nombre d'installations est toujours de plus en plus réduit. Je rappelle simplement des chiffres. En France, on a un espace agricole de 28 millions d'hectares. Si vous faites une moyenne d'exploitation, une centaine d'hectares, ça fait à peine 300 000 exploitations agricoles. Donc, tout ça, c'est irréversible. L'installation des jeunes, où il faut être très attentif, on le disait tout à l'heure, les jeunes sont très bien formés aujourd'hui. Et avec une très bonne formation, quelquefois au dernier moment, ils hésitent à s'installer en agriculture, parce qu'on y travaille, au lieu de 35 heures, 70 heures par semaine, et qu'on n'a pas la sécurité, bien sûr, du revenu au bout du mois. Et ça, dans une société qui privilégie aussi beaucoup de loisirs, c'est compliqué.
François Purseigle. Le loisir, on est dans une société qui privilégie la mobilité professionnelle. Donc on s'installe plus tardivement et parfois on a envie de revenir à la chose agricole plus tardivement. On a parfois envie de reprendre l'exploitation des parents à 35, 40 ans. Et ça, c'est un phénomène qui se répand et je pense qu'il ne faut pas s'interdire d'accompagner ces jeunes et ces moins jeunes qui ont envie, malgré tout, de reprendre l'exploitation. Oui, parce qu'effectivement, on parle toujours des jeunes qui veulent s'installer, mais pourquoi on ne favoriserait pas aussi la reconversion de salariés qui ont déjà plusieurs années d'activité derrière eux et qui auraient envie de s'installer? Est-ce que ça, c'est possible? Non, mais bien sûr. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des politiques qui soient complémentaires sur ce sujet-là. Je crois qu'après, il ne faut pas qu'il y ait un faux débat. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une crise économique qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus d'agriculteurs, enfin de plus en plus de gens disent finalement, pourquoi pas venir cultiver un peu le lopin de terre des grands-parents, etc. Mais pourquoi pas, il faut accompagner. Nous, ce qu'on défend aujourd'hui, c'est que 36 métiers, ça ne doit pas être 36 misères. La pluriactivité, elle doit être aussi choisie et pas subie. Et que nous, ce qu'on défend, c'est finalement un vrai projet professionnel, même si c'est pluriactif, mais que ce qu'on défend, nous, c'est que le jeune ou le moins jeune, finalement, soit accompagné pour qu'il puisse savoir si c'est pas simplement du temps de travail pour peu de rentabilité, c'est essentiel. Sur la question des 40 ans, bien sûr que l'âge a un peu reculé. Peut-être qu'il faut qu'on se pose la question d'une année ou deux. C'est le droit européen aussi, cette question-là. Donc aujourd'hui, ça se pose très peu au niveau européen. Il faut quand même garder une politique incitative. À un moment donné, il y a beaucoup de jeunes qui font le pas à 38-39 parce qu'effectivement, c'est encore la possibilité d'aller chercher ces leviers de l'installation. Je crois qu'il faut qu'on sépare différentes politiques, de la reconversion, de l'accompagnement de fin de carrière pour certains, et d'une politique vraiment incitatrice. En agriculture, on investit en moyenne sur 15 ou 20 ans quand même aujourd'hui dans la plupart des filières. Je crois que le fait d'avoir quand même un levier qui dise à un moment donné, il y a quand même une limite. On ne va pas envoyer énormément de fonds publics sur une politique qui accompagnerait plutôt la retraite. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi être un peu réaliste. Voilà. Moi, ce que je voulais quand même dire aussi, je suis convaincu que quelque part, et si on s'engage les zones agriculteurs, le nombre d'agriculteurs qui diminue, c'est pas irréversible. Je crois qu'aujourd'hui, la diversité à la fois des porteurs de projets et des profils fait que demain, on aura d'autres types d'installations. On en a déjà beaucoup. Et on est persuadé que demain, par l'installation, par l'agriculture, on pourra aussi redresser l'emploi dans ce pays. Virginie Sabatier, vous partagez ce discours très optimiste et très volontaire de François Tabuy? Je pense qu'aujourd'hui, si on veut être agriculteur, on est forcément optimiste. Sinon, on ne peut pas tenir. Et enfin, moi, je pense qu'il faut quand même connaître d'où on vient pour savoir où on va. Moi, j'ai un professeur de sociologie qui, il y a 10 ans, m'a montré Fahrenheit et Bic Phare. Ces deux films, un qui a été filmé dans les années 40, c'est ce que mes grands-parents me racontaient tous les dimanches. Moi, j'ai connu mes grands-parents qui allaient tirer l'eau au puits. Voilà, je viens de là. D'accord. Donc, je ne sais pas où est la solution. Le fait est que c'est vrai que pour basculer, le métier d'agriculteur est plus qu'un métier. C'est un choix de vie, c'est un investissement. C'est une vocation, on parlait de vocation tout à l'heure. C'est une vocation. Ouais. Et une surtout, vocation, une passion. On travaille le vivant. On peut se tromper. Alors, François Purseigle, vous vouliez ajouter quelque chose à ce que vient de dire Virginie Sabatier? Non, tout à fait, c'est tout à fait vrai. Mais je pense que certains qui n'ont pas cette histoire peuvent aussi la construire ou la reconstruire. Je pense que cette histoire agricole, elle n'est pas figée. Elle est faite aussi d'une pluralité de parcours. Et je pense qu'elle sera peut-être différente demain. Mais voilà, elle est à réinventer. Alors, on va aller faire un petit tour dans les allées du salon. C'est une séquence que nous avons enregistrée ce matin dans le stand de Didier Guillaume, qui est vice-président du Sénat, mais qui est aussi président du Conseil général de la Drôme. Il faut savoir que la Drôme, c'est le premier département en termes de production bio. Didier Guillaume qui recevait ce matin la visite du chef de l'État. On écoute cette ambiance et on reprend ensuite notre débat. Bienvenue, bienvenue sur le stand de la Drôme, Monsieur le Président de la République. Vous pouvez y aller, Monsieur le Président, c'est pas calorique. C'est sûr? Oui. Donc ça, vous ne grossirez pas avec ça. C'est pas une obligation. J'ai grossi moi peut-être? Non, à peine, un poil. Donc une petite truffe, ce qu'on appelle la croque-sel, uniquement à l'huile d'olive avec un peu de sel, qui est un produit de grande qualité, Monsieur le Ministre. Est-ce que vous voulez un petit verre d'Hermitage blanc ou d'Hermitage rouge? Et simplement, Monsieur le ministre Garot, Monsieur le ministre Hamon, le ministre de l'Agriculture, on a déjà beaucoup. 80% de la truffe noire du Périgord est produite dans le sud-est.
Et c'est une niche qui est absolument formidable, c'est un produit de grande qualité. Et surtout, ce sur quoi nous travaillons, évidemment, c'est sur l'excellence et sur le bio, premier département bio de France, et notamment sur les circuits courts, puisqu'avec le ministre de l'Agriculture, nous allons lancer une opération qui s'appelle Agri-Local sur les circuits courts et directement les agriculteurs, les producteurs qui fournissent au collège, aux maisons de retraite. Oui, parce qu'on en parlait avec ceux qui se battent contre les bio, puis c'est dans les collèges, dans les lycées, c'est que nous n'avons pas suffisamment de producteurs bio. Mais il n'y a pas que le bio. C'est le bio et les produits d'excellence, évidemment. Parce que nous sommes déjà à plus de 20% de bio dans les collèges. Il y a le projet du Conseil national de l'alimentation qui va être beaucoup plus grand. Mais d'abord, il faut produire. Bien sûr. Les agriculteurs vendent, monsieur le ministre, les agriculteurs vendent à un prix meilleur parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Et les collèges achètent à un prix meilleur parce qu'il n'y a pas vendent à un prix qui donc c'est du gagnant-gagnant. Alors, oui. Donc si vous le permettez, Monsieur le Président, je voudrais vous offrir un olivier de la Drôme. J'espère que vous pourrez le planter dans les jardins de l'Élysée ou chez vous, avec grand plaisir. Et j'espère qu'il prospérera. Ça ne craint pas le gel. C'est un arbre d'excellence puisque c'est l'arbre des dieux. Voilà, c'était une ambiance ce matin sur le stand de la Drôme. Premier département, comme vient de le rappeler son président du Conseil général, Didier Guillaume, qui produit du bio en France. Si vous vous demandiez toujours un petit peu ce qui se disait autour du chef de l'État lors de ses visites des différents stands, eh bien voilà, vous avez pu l'entendre pendant plus de 3 minutes sur ce stand de la Drôme. On poursuit donc notre réflexion et notre débat autour de l'évolution de la sociologie des agriculteurs. On a la chance d'avoir une femme sur ce plateau, François Purseigle. Est-ce qu'il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui s'installent, des jeunes femmes? Elles sont de plus en plus nombreuses, elles sont 22% je crois à s'installer aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'elles ne reprennent pas simplement la charge du mari une fois que le mari est parti à la retraite. Ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'elles font le choix aujourd'hui de s'installer. Et je pense que c'est une chance parce qu'elles innovent très souvent dans le secteur marchand, ce qui n'est pas le cas des jeunes garçons. Virginie Sabatier, est-ce que c'est un métier de femme? Alors, vous hésitez? Non, on le pratique différemment qu'un homme, forcément. Ensuite, il n'y a aucune limite. Je veux dire, moi, si un sac est trop lourd, je le divise en 2 et puis je fais 2 fois plus de pas et il n'y a aucun souci. Vous, quelle est votre histoire, votre parcours personnel? C'est une entreprise familiale que vous avez repris ou au contraire, vous venez pas du tout de ce milieu-là? À moitié. À moitié, bon. Voilà, mais encore. J'ai repris des terres familiales à mes grands-parents et j'ai aussi agrandi la structure par achat. Le rôle de la femme, c'est toujours pareil. Je vais revenir au passé parce que j'ai la chance que des femmes avant moi aient pu faire une vraie révolution. Quand encore dans les années 60, même 80, la femme n'avait aucun pouvoir de décision. Même encore aujourd'hui, honnêtement, certains me regardent et me demandent où est mon mari. De moins en moins, mais il y a quand même parfois des moments de solitude. Après, le métier d'agriculteur, c'est pas forcément que le terrain aujourd'hui. Le métier d'agriculteur, c'est être administrateur, c'est être philosophe, c'est réfléchir tout le temps. C'est travailler sur la commercialisation, c'est négocier, c'est beaucoup d'autres compétences qu'on nous demande. C'est peut-être aller voir les enfants et leur parler de notre métier. Il y a beaucoup d'autres choses que l'image de l'agriculteur traditionnel. François Purseigle. Ce qui est vraiment dommage, c'est qu'elles sont de moins en moins nombreuses dans les organisations professionnelles agricoles. Et c'est vrai que pourquoi je pense sincèrement, quand on regarde les effectifs, et notamment chez les jeunes agriculteurs, on se rend compte que dans les années 60-70, il y avait beaucoup plus de femmes aux responsabilités. Alors peut-être parce qu'elles n'étaient pas seules sur les exploitations, mais je pense quand même qu'il y a un travail à faire dans la prise de responsabilité en agriculture de la part des femmes. François, t'as vu? Bon, François Purseigle ne peut pas dire que des choses justes, alors moi je vais corriger. Non, aujourd'hui c'est pas ça. Effectivement, par le passé, je crois que moi je le regrette, on avait finalement des femmes à qui je tire le chapeau, qui pendant que le mari s'engageait, restait à la maison, faisait le travail, élevait les enfants, etc. Non, ça a changé.
Aujourd'hui, on a dans notre réseau autant de femmes qui s'engagent qu'il y en a qui s'installent en agriculture. On a choisi, et c'est un décret derrière, que dans l'élection toute récente des chambres d'agriculture, il y a une femme sur 3. Il y a dans le décret, Vous voyez, effectivement, vous avez été et dans les mauvaise chambres langue, d'agriculture, François Pursec. il y a dès à présent 3 femmes qui sont déjà présidentes de chambres d'agriculture. On en a dans les bureaux nationaux. Tant mieux, Et je crois qu'aujourd'hui... Il y en a, mais il ces pourrait y en métiers-là, avoir plus. Je pense C'est ce qu'il que veut pourrait y dire en avoir François plus. Pursec. Je pense qu'il pourrait y en avoir plus. Le renouvellement des générations passe par là, mais... Oui, non, mais c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits, mais quand même, les grandes têtes pensantes du milieu agricole sont des têtes pensantes plutôt masculines. Allez dire ça à Voilà. Christiane Lambert qui était présidente pendant 4 ans du CNJA. Mais les exceptions confirment la règle. Les exceptions confirment la règle. Jean-Paul Souvent. Émorine, Oui, une moi, voix je crois masculine. tout à fait à l'installation des femmes en agriculture, surtout dans la forme sociétaire aujourd'hui. C'est ce qui peut faciliter l'installation d'une femme. Il faut se rappeler que par le passé, jusqu'à la période des années 2000, nous parlions d'exploitation familiale et que dans les lois de modernisation qui ont suivi, on a parlé d'entreprise. Donc c'est toute une évolution sociologique de l'agriculture. Les femmes ont toujours leur place, mais souvent dans une forme sociétaire. Pour conclure ce débat, j'ai vu François Pursec que vous n'aimiez pas qu'on utilise le terme paysan, mais que vous vouliez qu'on parle aujourd'hui de chef d'entreprise. Oui, parce que je pense que les sociétés paysannes n'existent plus aujourd'hui. Ce qui caractérisait le paysan, c'était l'appartenance à une société villageoise, ce qui n'est pas le cas des agriculteurs aujourd'hui. Les agriculteurs appartiennent à la société, ils sont membres de cette société, ils la font évoluer. Je pense qu'il y a des permanences. Il y a encore des permanences qui sont celles des sociétés villageoises d'antan. Mais l'agriculteur est avant tout un chef d'entreprise, un chef d'unité de production qui effectivement renvoie à cette histoire commune qu'on ne peut pas balayer d'un revers de main. Mais tous les enjeux, tous les défis qui ont été relevés par les jeunes agriculteurs dans les années 60-70 bien renvoient à cette volonté de passer du statut, enfin du moins de l'état de paysan, au statut d'agriculteur. Vous êtes d'accord, Virginie Sabatier? Alors, moi je suis d'accord et même je dis que le terme d'agriculteur est trop restreint puisque, comme j'essayais d'expliquer, le métier d'agriculteur c'est plus que la terre, quoi. Hein. On fait beaucoup d'autres missions. Alors vous aimeriez quoi comme terme? Je sais pas, je laisse la part de travail aux sociologues, qui Qu'est-ce que vous est dites, plus Jean-Paul Émorine peut-être à même. Exploitant agricole, c'est Par ça? contre, ce que je voulais souligner, c'était que nous réalisons sur mes terres un spectacle sur lumière qui s'appelle Les Paysanneries. C'est un arrêt sur image sur une vie en 1800. Et c'est vrai que la vie en autarcie, donc moi j'ai connu ça, mes grands-parents ont connu ça, la vie en autarcie, ce n'est plus ça. On m'a dit, ah oui, tu as été agricultrice, tu es enfermée sur tes terres. Non, on voit toujours quelqu'un, on est toujours à l'affût de nouvelles techniques, on est toujours ouvert à autre chose. François Tabuy. Oui, moi, je veux réagir parce que je suis pas sûr qu'on doive... Je comprends pas la question en fait au final. On n'est pas ou chef d'entreprise ou paysan, pourquoi on pourrait pas être les deux finalement? C'est-à-dire que nous on a écrit un texte qui s'appelait être paysan entrepreneur. C'est un métier d'avenir pour demain. Et je crois que pour les jeunes, c'est ça. C'est-à-dire que, évidemment, on est des chefs d'entreprise et on a voulu professionnaliser ce métier. Mais je crois que le métier de paysan et être l'homme du pays, finalement, je crois que c'est ça l'avantage de l'agriculteur aujourd'hui. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on redonne du sens au métier. C'est vrai que pendant trop longtemps, c'est spécialisé. On a produit des matières premières comme on les aurait produits en Russie ou n'importe. Aujourd'hui, on veut retrouver du lien avec la société, avec le consommateur. Et c'est ça l'homme du pays, le paysan. Et moi, je veux pas laisser le mot paysan à une caste un peu élite qui estime avoir une agriculture paysanne. On est Mais paysan. François Pursec va peut-être expliquer sur sa Je suis d'accord position. avec vous, mais ça relève plus d'un discours politique. Si derrière le terme de paysan, vous y mettez une nouvelle complexité, oui, mais on ne peut pas dire que le paysan d'aujourd'hui soit le paysan d'hier. Ça, c'est évident. Très bien. Un petit mot, Jean-Paul Émorine, et puis Un petit mot, simplement parce que moi je l'ai vécu, le terme paysan est péjoratif alors qu'il s'appuyait sur la notion de pays. Et être exploitant agricole, ça relève de la notion de l'entreprise. Moi je dis aux jeunes agriculteurs, pour moi qui suis sénateur, engagez-vous dans les municipalités, dans les conseils généraux, dans les conseils régionaux, de façon à être représentés dans les pouvoirs politiques. Alors, engagez-vous dans la vie publique et peut-être vous qui nous regardez, venez visiter le Salon de l'Agriculture. Michael Zamès a croisé tout à l'heure dans les allées du Salon un visiteur comme les autres, ou pas tout à fait comme les autres puisqu'il est un peu célèbre. Il s'agit de l'acteur Franck Dubosc qu'on regarde. Voilà Perrine, nous sommes avec Franck Dubosc et nous allons tout de suite aller voir André qui ici avec sa vache, vous allez nous la présenter. Tout d'abord, Franck Dubosc, je vous présente André. Bonjour André. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre vache s'il vous plaît? C'est une vache de la race mirandaise, c'est-à-dire c'est une race qu'on a dans le département du Gers. Elle s'appelle Catalane, elle a 5 ans.
Il y a une spécificité, c'est qu'il en reste plus beaucoup en fait. On a 900 sujets en France, et principalement dans le département du Gers, où il doit y en avoir 750-800. À l'extérieur des départements comme la Haute-Garonne et tout ça, il n'y a pratiquement plus. Franck Dubox, c'est un sujet qui vous touche, l'agriculture particulièrement. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous venez souvent, par exemple, au salon? Non, moi c'est la première fois que je viens au salon de l'agriculture, mais non, ça me touche comme tout le monde, comme quand j'entends les agriculteurs. C'est agriculteur aussi quand on a les vaches. C'est pas que la terre. On est éleveur. Éleveur, voilà. Mais c'est un agriculteur. Moi j'entends toujours, je les entends à la télévision gueuler parce que c'est pas facile. Je crois qu'ils subissent encore plus la concurrence européenne que le reste, je pense. Oui, tout à fait. Et voilà, et puis moi je trouve ça beau. Moi je suis pas d'une famille d'agriculteurs, mais au-delà de mon grand-père, je pense à partir de mon arrière-grand-père, eux ils étaient agriculteurs. Donc comme beaucoup de Français. Il faut savoir qu'on a tous du sang d'agriculteurs. Donc autant, ou d'éleveurs, donc autant être de leur côté, et puis voilà, et puis c'est la France, regardez, c'est ce qu'il en reste parce qu'il n'y en a plus beaucoup, donc je pense qu'il faut, c'est important. Vous savez, si le président de la République se déplace tous les ans au salon de l'agriculture, c'est qu'il sait qu'ils sont importants. Surtout lui. André, un petit message peut-être pour Franck Dubox pour essayer justement de faire remonter votre cause peut-être, parce que lui il peut le faire. C'est ce que vous avez très bien dit. Je crois que ces races, aujourd'hui, elles doivent exister encore. Et il faut... c'est ce que je m'efforce de faire. Je suis le président de la race, dans mon département, de la race mérandaise. Il faut essayer que l'agriculteur, même qu'il soit petit éleveur, qu'il puisse en vivre des races à faible effectif. Ça, c'est le plus dur. Et je crois qu'on est là aujourd'hui pour montrer au grand public qu'elles existent, qu'ils puissent les voir, qu'elles viennent de tel endroit, qu'elles ont toujours existé, mais que l'éleveur peut en vivre. Ça, c'est très important. Voilà pour le message très sérieux pour quand même un acteur qui fait aussi de l'humour, mais pas que de l'humour. Il y a des moments sérieux toujours. Il y a des moments sérieux. Il ne faut pas être toujours dans l'humour. Non, c'est un moment sérieux. L'humour sera pour quand elles ont mangé. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Bonne journée. À tout à l'heure, Perrine. Merci beaucoup. Voilà, merci Mickaël aux côtés de Franck Dubox. Patrice Auvray nous a rejoint sur ce plateau. Bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Un nouveau visage sur Public Sénat qui va nous accompagner tout au long du salon de l'agriculture. Vous allez faire quoi? Alors, un mini-magazine presque au quotidien. Cela s'appelle de la ferme au salon. Évidemment, avec moi, ça ne sera pas une ferme traditionnelle, ça sera une ferme un petit peu spéciale. Et comme c'est, tout simplement parce que nous avons un très beau partenariat avec l'INRA et qu'on va parler de l'agriculture, de la viticulture de demain. Et on va visiter ces sortes mi-fermes, mi-laboratoires, dans lesquels on expérimente, dans lesquels on va peut-être déjà découvrir ce qu'on va consommer demain. Alors, de la ferme, et puis il y a aussi au salon, et je présente les magazines sur la chaîne Public Sénat avec un énorme plaisir, bien évidemment, parce que c'est une chaîne de service public. Et là, je me suis retrouvé dans les allées du salon, mais au milieu de la foule pour présenter mes plateaux. Il y avait les gens qui me touchaient sur l'épaule, qui me posaient des questions pendant que j'étais en train de déambuler, pendant que j'étais à l'antenne, pour ainsi dire, vraiment en direct. Alors voilà, j'ai ressenti ce salon de l'agriculture de l'intérieur et tout ce que vous avez évoqué sur l'avenir de l'agriculture, sur peut-être, entre guillemets, ce phénomène de mode que j'aime pas du tout, mais en tout cas, il y a un vrai retour aux racines. Et quand on parle de racines, on parle évidemment de terre et on parle d'agriculture. Et je crois qu'il y a une demande vers ça. Donc, tous les jours, on va se balader un peu partout en France. Et à partir de quand, Patrice, à l'antenne? À partir de lundi à 18h, on le reverra à 23h. Mardi, ça sera midi, 18h, 23h environ. Je vous donne voilà, pas et puis on peut retrouver toutes nos grilles de très programmes sur publicsénat.fr, sur notre site internet. Merci à tous d'être venus sur notre plateau pour ce débat cet après-midi. Je vous rappelle que Public Sénat est en direct du Salon de l'Agriculture jusqu'à mercredi. Donc suivez nos émissions. Merci d'avoir été avec nous cet après-midi et à très vite sur l'antenne de la chaîne parlementaire.